Donc c'est parti. Si vous pouvez indiquer votre nom, prénom, commune, EPCI ou structure dans le petit bandeau, ça nous permettra de vous identifier plus facilement dans les échanges. Ensuite, vous avez un fil de discussion à votre disposition pour poser toutes les questions qui vous viendraient au fur et à mesure des échanges. On a prévu des temps pour remonter ces questions-réponses tout au long du webinaire, donc n'hésitez pas. Et enfin, les supports qui vous ont présentés ce matin vous seront communiqués à l'issue du webinaire. Voilà, on est donc ensemble à partir de maintenant et jusqu'à midi, donc pour 1 heure et demie, avec le programme qui s'affiche à l'écran. Donc on va rapidement vous représenter un petit peu dans quel contexte s'inscrit ce webinaire. Ensuite, on vous fera un petit état des lieux sur le développement des énergies renouvelables au niveau national et européen. Et ensuite, on commencera à déconstruire les idées reçues filière par filière de manière un petit peu interactive. On vous expliquera ça tout de suite après. Et donc, avant de commencer, je vais donner la parole à Jérémy Norguet du SDE 24 pour vous présenter un petit peu la série des webinaires. Oui, bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire d'une série de 4 webinaires qui commence aujourd'hui et termine en mars prochain. L'idée, c'était de vous réintroduire un petit peu la démarche du schéma directeur des énergies de la Dordogne et d'expliquer un petit peu on a abordé cet exercice, en quoi il consiste et vous faire un petit point sur le calendrier. Du coup, je veux bien, Margot, qu'on avance sur la diapo numéro 6, s'il te plaît. Elle apparaît pas? Non. C'est pas en plein écran, du coup. Ah oui, on n'est pas en plein écran non plus. Ouais. Hop. Ah, On voit le PowerPoint. Ouais. Enfin, Mais pour commencer, du coup, le schéma directeur des énergies, c'est un exercice prospectif qui supporte 2 objectifs importants pour la transition énergétique en Dordogne. D'une part, il s'agit pour nous de disposer d'un outil qui permette d'orienter les investissements de modernisation et d'adaptation des réseaux de distribution d'énergie à moyen et long terme, donc 2030, 2100. D'autre part, cet outil, il doit nous permettre de renforcer aussi notre accompagnement des différents acteurs du territoire dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de transition énergétique. Pour ce faire, on a essayé d'articuler la réalisation de ce schéma autour de 4 phases clés. D'abord, une réalisation d'un état des lieux des consommations et des productions d'énergie au niveau du département. Une évaluation des différents gisements de filières renouvelables mobilisables au local. Ensuite, une deuxième phase qui sera un peu plus exploratoire, où il s'agit de se projeter sur les différents futurs de la consommation et de la production d'énergie sur le département, en essayant de façon innovante d'intégrer les incertitudes qui sont liées au changement climatique, qui peuvent à la fois affecter la consommation et la production d'énergie. Ensuite, il y aura une phase d'optimisation du système énergétique, donc, au niveau du mix énergétique et des systèmes de distribution de cette énergie, qui nous permettra d'explorer la faisabilité des ambitions de décarbonation, de neutralité carbone et d'autonomie énergétique pour la Dordogne à l'horizon 2050. Et enfin, de cet exercice devra découler un plan d'action pour l'adaptation des réseaux d'énergie qui nous permettent d'anticiper les besoins d'investissement sur ces réseaux et de garantir la continuité de l'accès à l'énergie à tous les territoires de Dordogne. Ce plan d'action, il doit répondre à plusieurs défis: la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils doivent faciliter le développement de réseaux résilients au changement climatique, mais aussi qui puissent être en mesure de gérer le foisonnement des différents moyens de production renouvelables, qui seront décentralisés et qui permettent aussi d'intégrer le déploiement d'innovations telles que le stockage d'énergie. Je pense que j'ai fait le tour sur ça et du coup, un petit point sur le calendrier. On a commencé le schéma en septembre 2024. Fin janvier, on a eu une première livraison des premiers éléments du diagnostic sur la consommation, la production et les différents potentiels renouvelables qui ont été identifiés. Nous avons, les besoins de ce diagnostic, mené une enquête auprès des EPCI pour récolter et faire remonter les grands projets structurants
des différents aménagements sur la Dordogne, sur le moyen terme. Nous avons commencé la phase exploratoire, à savoir les différents futurs de consommation et de production pour la Dordogne. Et aujourd'hui, on commence cette série de 4 webinaires dédiés à la thématique des énergies renouvelables, où il va être question de déconstruire les différentes idées reçues sur ces filières, d'aller chercher le témoignage d'acteurs du territoire et de vous outiller aussi sur comment mener la concertation sur votre territoire pour l'appréhension des projets renouvelables, sur des sujets qui peuvent parfois paraître complexes et pour lesquels nous savons que vous êtes quand même assez sollicités. Euh, voilà. Du coup, je vais laisser la main à Auxilia pour le déroulé de ce webinaire, pour cette matinée, et je vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire. Merci beaucoup, Jérémy. Et donc, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec cette première partie, on vous le disait tout à l'heure, sur finalement le panorama des énergies renouvelables aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes? Quels sont les grands objectifs en France et au-delà? Alors, pour commencer, il faut remonter un petit peu le temps et comprendre qu'en France, et comme dans la plupart des grands pays industrialisés, aujourd'hui, notre mix énergétique, il dépend encore en grande partie des énergies fossiles, puisqu'on consomme encore 37% de pétrole et 21% de gaz naturel dans notre consommation d'énergie finale. Alors, en quoi c'est un problème, ces énergies fossiles? Eh ben, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on est sur des ressources qui sont non renouvelables, c'est-à-dire que leur extraction est de plus en plus difficile et coûteuse et qu'à l'avenir, ça pourrait entraîner des pénuries et une hausse des prix. Ensuite, parce que ces énergies fossiles, elles ont un impact environnemental qui est relativement important, puisque leur extraction et la combustion, elle est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, parce que elle nous rend dépendants économiquement et géopolitiquement des autres pays, puisque, vous le savez, les sources d'énergie fossile ne sont pas réparties de manière très équitable dans le monde. En France, on ne produit pas encore de pétrole, et donc ça nous rend dépendants entre pays producteurs et pays consommateurs. Donc on est un petit peu face à un triple impératif, celui de réussir le pari politique, économique et climatique. Et donc pour cela, la France, elle s'est fixé un défi. Le défi du siècle, c'est de sortir de la dépendance aux énergies fossiles à horizon 2050. Alors, comment faire? Il y a deux objectifs qui sont fixés. Atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire réussir à capter autant de CO2 que ce qu'on émet à horizon 2050, et réussir l'autonomie énergétique. Donc là aussi, réussir à produire autant d'énergie que ce que l'on consomme. Voilà, donc il y a deux possibilités pour ça, enfin deux leviers qui sont en fait complémentaires. Le premier, ça va être celui de la réduction de notre consommation, tendre à consommer de moins en moins d'énergie et parallèlement essayer d'augmenter notre production d'énergie renouvelable. Voilà, donc vous avez un petit graphique sur la droite de votre écran qui vous montre les ambitions entre 2012 et 2035. Vous le voyez, par exemple, la sortie du charbon, elle est prévue autour de 2027. Et donc, voilà, progressivement, on va tendre vers une sortie de ces énergies fossiles. Alors, pour réaliser ce défi, cet objectif, la France, elle s'est dotée de plusieurs outils de pilotage pour mener sa politique de transition écologique. Alors, il y en a deux principaux qu'on va évoquer. C'est la SNBC, donc vous la connaissez certainement, la Stratégie nationale bas carbone, qui est en fait en France pour l'ensemble des secteurs. Donc, ça va adresser à la fois le secteur agricole, résidentiel, du tertiaire, etc. Et la SNBC, elle est déclinée pour le volet énergétique uniquement avec l'outil PPE, ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle énergétique. Donc c'est un document qui planifie en fait la politique énergétique de la France sur une durée de 10 ans, qui est révisée par période de 5 ans. C'est quelque chose qui est intéressant à avoir en tête et dont on vous parle maintenant parce que on est en 2025 cette année dans une un peu charnière. On va lancer la nouvelle PPE, la PPE 3, qui va donc programmer nos objectifs énergétiques pour les 10 prochaines années. Donc, vous risquez d'en entendre parler voilà, très prochainement et nous, on souhaite l'évoquer aussi dans le second webinaire. On vous fera un petit rappel à la fin.
Voilà, donc il y a la SNBC, la PPE, et puis à l'échelle régionale, le SRADET que vous connaissez aussi, et enfin à l'échelle beaucoup plus locale, l'outil qui est le plus approprié par les communes et communautés de communes, c'est le PCAET, qui vous permet justement de décliner ces grands objectifs de neutralité carbone et d'autonomie énergétique à l'échelle de vos territoires. Voilà, donc on l'a dit, il faut sortir des énergies fossiles, mais donc du coup, qu'est-ce qu'il nous reste une fois qu'on n'a plus d'énergie fossile? Eh ben, il nous reste les sources d'énergie renouvelables. Donc elles sont au nombre de quatre grandes sources d'énergie. On a la chaleur renouvelable, qui est voilà, tout ce qui est géothermie, solaire thermique, pompe à chaleur, etc. La biomasse, qui va nous permettre de produire de la chaleur, du biogaz et de l'électricité. Donc la biomasse, c'est principalement le bois, les plantes, les déchets agricoles, les céréales. Ensuite, on a l'énergie de récupération, qu'on appelle un peu plus communément la récupération de chaleur fatale, qui est ici de la récupération des process industriels, hein, souvent quand on va faire fonctionner des fours, des chaudières, l'incinération de déchets, les data centers, etc. Et enfin, on a la production d'électricité non carbonée par le biais de l'hydraulique, de l'éolien, du photovoltaïque, pardon, et biogaz. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les leviers que nous avons à disposition et on va lever tout de suite une première idée reçue, une première question qu'on se pose souvent, c'est quelle est la place du nucléaire finalement dans ce mix énergétique? Est-ce que le nucléaire est une énergie renouvelable, oui ou non? Alors, il faut se rappeler que le nucléaire, pardon, n'est pas une énergie fossile, c'est une énergie qui est dite fissile puisqu'elle est issue de la fission de l'uranium et du platonium. Et donc, euh, comment dire, les énergies renouvelables, elles proviennent donc de sources naturelles qui sont théoriquement inépuisables à l'échelle humaine, hein. C'est le cas du soleil, du vent, de l'eau, etc. Et l'uranium qui est utilisé dans le processus nucléaire est une ressource qui est relativement abondante aujourd'hui, mais qui ne se renouvellera pas à l'échelle humaine. Et donc en ça, elle n'est pas considérée comme renouvelable, ce qui fait du nucléaire une énergie non fossile et non renouvelable. Voilà, on garde ça de côté, c'est pas tout à fait l'objet de nos discussions aujourd'hui, mais comme ça, on l'a adressé. Donc on l'a dit, il va falloir développer les énergies renouvelables, beaucoup d'énergies renouvelables, mais rassurons-nous, on ne part pas de nulle part, puisque en fait on a quand même commencé à faire ça depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, on a déjà atteint une partie de nos objectifs. Donc on s'était fixé des objectifs dans la première PPE. La seconde PPE, la PPE 2, d'atteinte des objectifs pour les filières. Donc vous les avez là à l'écran. On se rend compte que finalement, on a atteint nos objectifs pour trois filières en 2023, l'hydroélectricité, le biogaz et le biocarburant. On ne l'a pas tout à fait atteint sur la chaleur renouvelable, on est plutôt en retard, hein, atteint à 60%, et on l'a quasiment atteint sur le photovoltaïque et sur l'éolien. Donc très rapidement, pour comprendre un petit peu pourquoi on a atteint, pas atteint ces objectifs, sur le photovoltaïque, le développement de la filière, il a été de plus en plus contraint, notamment sur le développement des projets au sol, qui sont souvent des projets d'ampleur qui permettent de produire des puissances importantes. Donc voilà, la réglementation est en train d'évoluer un petit peu. Sur l'éolien, la principale difficulté, c'est les délais d'instruction qui peuvent être assez longs. Également les contraintes aussi liées à l'aéronautique et militaire, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, et les difficultés d'acceptabilité sociale autour de cette filière, mais on en reparlera juste après. Sur le sujet de la chaleur renouvelable, on a eu du mal à développer cette filière ces dernières années, en France notamment parce que finalement la chaleur renouvelable, elle reste assez peu euh, concurrençable face au prix du gaz. Alors de plus en plus hein, avec la crise énergétique qu'on a connue en 2022, mais voilà, c'est une filière qui peine un petit peu à se développer malgré les budgets qui sont quand même assez conséquents mobilisés par l'ADEME dans le cadre du fonds chaleur, etc. Mais bon, voilà. Et sur le biogaz et l'hydroélectricité, on a réussi à atteindre nos objectifs, mais en perspective, c'est que c'était des objectifs qui étaient légèrement peu élevés parce qu'on est là sur des ressources qui sont un petit peu en tension. La ressource en eau, voilà, elle a connu des années un petit peu compliquées avec les sécheresses, etc. Et le biogaz dépend d'un facteur limitant aussi qui est la ressource en bois. Voilà, donc on a fait une partie du chemin jusque-là, 2023, et il nous reste aussi de nouveaux objectifs à horizon 2030. Et donc, vous le voyez sur la colonne de droite, c'est finalement la part d'objectifs qui nous reste à combler, la marche à franchir nouvellement dans la décennie à venir pour continuer ce développement. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans le fil de discussion si tout ça vous paraît pas complètement clair. On essaiera de prendre vos questions et d'y répondre.
Voilà, je vous propose aussi, avant de passer à la suite, un tout petit détour par l'état des lieux finalement sur votre département en Dordogne. Vous aussi, en Dordogne, vous produisez de l'énergie renouvelable depuis quelques années et vous avez produit notamment en 2022 2054 gigawattheures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous produisez 19% de l'énergie que vous consommez. Donc, c'est déjà bien, mais ce n'est pas complètement suffisant au regard des objectifs, premièrement, de la nationale de la loi pour la croissance verte qui fixait un objectif de 23% de la consommation finale brute d'énergie par rapport à la production et de 32% en 2030. Et si on regarde du côté du SRADET, donc le SRADET, c'est votre document à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, lui, il est encore plus ambitieux puisqu'il fixait un objectif de 50% de consommation de production d'énergie renouvelable dans votre consommation et 100% à horizon 2050. Donc ça rejoint là l'objectif que je vous ai présenté au début, qui a été fixé par la France et par l'Europe. Voilà, si on zoome un petit peu plus sur la quantité d'énergie renouvelable que vous produisez majoritairement de la chaleur, de la production thermique est plus importante que la production électrique et c'est principalement du bois particulier, du chauffage bois individuel que vous produisez. Et sur le volet production électrique, c'est la filière photovoltaïque qui est la plus répandue et la plus mobilisée aujourd'hui. Voilà. Et enfin, une dernière petite chose avant de passer à la suite, on se demande souvent, euh, est-ce que finalement ces objectifs, ils sont partagés, dans quelle mesure les Français et les Françaises ont envie de les atteindre. Et ben, pour vous donner quelques éléments, un sondage en 2021 de l'IFOP nous indiquait que 87% des Français jugeaient utile d'amplifier le développement des énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique. Et à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'est 58% des habitants qui étaient favorables à un développement plus important des parcs éoliens et photovoltaïques. Voilà, pour dire aussi que finalement, c'est un consensus qui est relativement partagé et c'est un défi que collectivement, on est prêt à relever. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite introduction sur les énergies renouvelables et je vous propose d'entrer un petit peu plus dans le dur de sujet avec ce qu'on vous a proposé, c'est-à-dire déconstruire ensemble ces fameuses idées reçues. Alors, comment on va fonctionner? On va vous présenter des idées reçues filière par filière, donc dans l'ordre qui s'affiche à votre écran. Et à chaque fois qu'on va vous présenter une idée reçue, vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître sur votre écran et qui va vous permettre de voter et de nous dire si, d'après vous, cette idée est vraie ou si elle est fausse. Voilà. Et ensuite, on fera un petit jeu de partager les résultats et de voir si elle est partagée ou non et de la déconstruire. Voilà. Euh, on a préparé un certain nombre d'idées reçues. Certainement que notre travail ce matin ne sera pas complètement exhaustif et que vous vous posiez aussi des questions de votre côté que peut-être on n'adressera pas. Donc on vous invite à les relayer dans le fil de discussion, à prendre contact avec nous à la fin aussi par mail pour qu'on puisse continuer ce travail au-delà de ce temps d'échange. Ok, et ben si c'est clair pour vous, je vous propose qu'on débute avec les idées reçues sur la filière solaire. Et donc, hop, sans plus attendre, j'affiche la première question à l'écran qui devrait donc bientôt apparaître chez vous et qui est donc la suivante. Les panneaux solaires ne se recyclent pas et utilisent des terres rares. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Hop, super. Alors, on vous laisse encore quelques secondes pour voter. J'ai l'impression que vous avez tous bien compris le fonctionnement. C'est parfait. Et donc, on a une majorité de réponses fausses. Euh, hop. Eh bien, Ethan, je te laisse clore le petit sondage et je vous propose de voir la réponse. Vous aviez largement raison, puisqu'en effet, cette idée reçue est fausse. Les panneaux solaires se recyclent largement et pour comprendre un petit peu plus de quelle manière ils se recyclent, il est important de regarder en fait de quoi est composé un panneau solaire. Donc vous avez sur le graphique de droite une petite illustration sur la droite de votre écran. Donc un panneau, c'est d'abord un cadre en aluminium qui lui est recyclable de manière quasi indéfiniment. Ensuite, on a un panneau en verre. Donc pareil, le verre, il se recycle complètement. Donc ça représente 75% du panneau. Hop. Ensuite, vous avez un film plastique transparent. Pareil, le film plastique recyclable est souvent transformé en granulé. Ensuite,
comment dire, le composant peut-être le plus complexe du panneau solaire, c'est les cellules solaires qui vont être composées de silicium, d'argent, d'indium, etc. Donc c'est là où souvent se pose la question des terres rares. Il faut savoir que ces matériaux-là ne sont pas, sont aussi en quantité suffisante aujourd'hui pour l'extraction et l'utilisation. C'est pas des terres vraiment rares et en danger. Néanmoins, il y a de plus en plus de recherches et de travaux qui sont menés pour trouver des alternatives technologiques et industrielles sur ce composant-là précisément. Voilà, et ensuite on a le boîtier de connexion qui regroupe plusieurs petits composants qui sont là aussi recyclables. Et donc la durée de vie d'un panneau solaire aujourd'hui, elle excède les 20 ans, hein. Il y a encore quelques années, la durée de vie, elle était plutôt de 20 ans d'un panneau solaire. Aujourd'hui, ça va jusqu'à 40 ans largement. Et à partir de 30 ans, le panneau solaire est encore en capacité de produire 80% de sa capacité initiale. Donc, on est plutôt sur des résultats positifs. Voilà. Je vous propose de passer à la deuxième idée reçue. Petite sur les terres rares. Petite précision, parce qu'on en entend beaucoup parler et on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, les terres rares, ce sont des minerais dont la criticité est forte, c'est-à-dire qu'il faut creuser beaucoup de terre pour pouvoir extraire des petites quantités de ces matériaux-là. Et leur application est surtout utilisée dans des applications technologiques de pointe. Dans les objets du quotidien, on n'est pas trop concerné par ça. Complètement. Merci beaucoup pour cette précision, Jérémy. Et je vois que vous avez déjà commencé à répondre à la deuxième idée reçue qui s'affiche à votre écran et qui est donc la grande majorité des panneaux solaires sont fabriqués en Chine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc là, vous êtes une majorité à répondre vrai. Et j'ai l'impression que vous êtes très très fort, puisqu'en effet, c'est complètement vrai. Cette idée reçue est complètement vraie. Aujourd'hui, la Chine reste le premier producteur mondial de panneaux solaires, avec environ 80% des parts de marché. Il existe quelques entreprises de fabrication en France. Alors, vous le savez sûrement, l'année 2024 a été une année un petit peu compliquée pour la filière en France, puisqu'on a eu plusieurs entreprises qui ont fermé. Néanmoins, ce qui est important à savoir aussi, c'est que la filière française, elle se spécialise davantage sur les process d'installation et de raccordement. Ça représente environ 60% des emplois de la filière en France. Également sur le volet équipementier et de plus en plus sur la filière de démantèlement et de recyclage. On est vraiment en France en train de se structurer sur ce volet-là. Et je vais vous mettre dans le fil de discussion une petite vidéo qui est très bien faite et relativement courte et qui explique vraiment très clairement ce processus de recyclage d'un panneau solaire qui est fait en France et c'est tout à fait intéressant. Voilà, je vais vous mettre ça tout de suite et en attendant, je vous laisse vous pencher sur la prochaine idée reçue qui est la suivante. L'énergie solaire ne fonctionne que dans les régions chaudes et lorsqu'il fait beau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Hop, je vous mets la petite vidéo ici. Et j'en profite pour répondre à Monsieur Svan. En effet, Voltec a survécu sur la filière fabrication de panneaux, mais a priori, Dualsun est toujours aussi en activité. Mais bon, peut-être que vous avez des informations plus précises que les nôtres. Je mets fin au sondage pour cette deuxième question. Et donc là, vous avez unanimement juste. En effet, il est vrai que l'énergie solaire fonctionne également dans les régions les plus froides et lorsqu'il ne fait pas beau. Il faut savoir que c'est bien les rayons solaires qui sont convertis en électricité et non pas la chaleur dans le process photovoltaïque. La température optimale pour un panneau solaire, elle est de 25 degrés. C'est-à-dire qu'au-delà de 25 degrés, les panneaux, ils perdent en efficacité tous les degrés, pardon, 0,5 % de puissance. Et à partir de 30 degrés, la baisse du rendement, elle peut atteindre jusqu'à 25% de la capacité du panneau. Et petite anecdote, mais vous le savez aussi sûrement, en 2019, la France avait connu une canicule qui était vraiment très importante et le parc solaire français a produit significativement moins d'électricité que sa capacité théorique. Voilà, et sous un ciel nuageux, eh ben, les panneaux solaires, ils continuent d'absorber ce qu'on appelle le rayonnement diffus et peuvent produire là aussi jusqu'à 20% de leur capacité.
Et sur le graphique de droite, sur l'illustration à droite de votre écran, on a un aperçu du temps de retour énergétique, le TRE d'un panneau solaire. Et en fait, on s'aperçoit qu'entre les régions du sud et les régions du nord, le TRE, il reste souvent inférieur à 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on a amorti finalement le coût énergétique du panneau solaire. Euh, et donc, un panneau pourra produire aussi au cours de sa vie jusqu'à 35 fois l'énergie nécessaire à la production du panneau. Voilà. Néanmoins, il est vrai quand même, quand on regarde les deux cartes suivantes, que le la quantité d'ensoleillement, les heures d'ensoleillement restent plus importantes au nord qu'au sud. Et donc, finalement, on aura des puissances, un rapport kilowattheure par kilowatt crête installé un tout petit peu plus important. Voilà, et donc ça, c'était très clair pour vous. Donc je passe à la prochaine idée reçue qui s'affiche de nouveau à votre écran et qui est donc la suivante. Le photovoltaïque pourrait suffire à répondre à la demande française en électricité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors c'est beaucoup plus mitigé sur cette question-là et vous êtes nombreux à nous dire que c'est faux. Alors, nous, on a eu, on a eu du mal à trancher sur cette question. Voilà, on a fait un vrai faux. On va vous expliquer pourquoi. Alors, c'est en partie vrai. C'est ce que nous disent des chercheurs du CEA et du CNRS. Ils nous disent que théoriquement, il suffirait de couvrir l'ensemble des toitures du territoire, uniquement la face sud de ces toitures pour produire suffisamment d'énergie pour répondre à la demande nationale. Néanmoins, c'est un calcul complètement théorique et qui ne prend pas en compte le fait que toutes les toitures ne répondent pas complètement aux normes de structure, n'aient pas la capacité structurelle à porter les panneaux, que l'inclinaison ne soit pas la bonne, que l'orientation ne soit pas tout à fait exacte, que les panneaux puissent être ombragés, etc. Donc, enfin voilà, qui est en fait un grand nombre de contraintes techniques, architecturales et réglementaires qui fait que c'est pas complètement possible. Et la deuxième chose, c'est que, on l'a dit en introduction, en France, on parle du mix énergétique, donc c'est-à-dire l'utilisation combinée de plusieurs sources d'énergie renouvelable qui nous permettent d'atteindre notre objectif et de réaliser notre transition. Et en fait, on a RTE qui a réalisé plusieurs scénarios, les futurs énergétiques à horizon 2050. Et dans chacun de ces scénarios, le photovoltaïque représente à chaque fois entre 13 et 36 de la puissance électrique totale. Pour arriver à cet objectif, ça veut dire déjà multiplier par 7 à 12 notre production actuelle. Donc, c'est des objectifs qui sont déjà très ambitieux et on se rend assez rapidement compte que finalement, seul le photovoltaïque ne pourra pas nous permettre de réaliser cette transition. Voilà, et je passe à la dernière idée reçue sur le solaire qui s'affiche de nouveau. D'après vous, est-ce que les panneaux photovoltaïques émettent des ondes dangereuses pour l'être humain et pour les animaux? Ah, c'est mitigé aussi. Alors, vous êtes quand même une majorité à nous dire que c'est faux. Eh bien, la majorité a raison. Et le détail, hop, tout de suite à l'écran. Donc, c'est une idée reçue qui est quand même largement répandue, hein, que les panneaux solaires émettent des ondes qui sont dangereuses. Donc, vous avez sur l'illustration à votre droite euh, un petit schéma qui vous montre que finalement, lorsqu'on est à 1 mètre d'un panneau photovoltaïque, à 2 mètres d'un onduleur, donc l'onduleur, c'est le composant qui va vraiment permettre de transformer le courant continu en courant alternatif, donc le composant en fait qui émet le plus d'ondes dans le process. Et quand on se tient à 10 centimètres d'un compteur de production, et bien finalement on reçoit le même champ que le champ émis naturellement par la Terre. Donc c'est finalement très peu dangereux, d'autant plus qu'on reste très rarement durablement à proximité immédiate de ces panneaux ou de cet onduleur. Et c'est quelque chose qui est aussi à mettre en parallèle avec les petits équipements qu'on utilise chez nous, et notamment les routeurs Wi-Fi, puisque les émissions d'un panneau solaire sont considérées comme largement inférieures à celles d'un routeur Wi-Fi. Et pour le coup, on se tient quand même beaucoup plus durablement et à proximité de ces petits équipements. Voilà, donc a priori, ce n'est pas dangereux pour l'humain et pour les animaux. Pour les animaux, c'est de la même manière, hein, lorsqu'on met en place des panneaux sur des hangars agricoles, ils sont disposés à des hauteurs largement suffisantes pour éviter les impacts. Voilà, j'en ai terminé sur la partie solaire.
on peut éventuellement prendre quelques questions dans le fil de discussion. Alors, on a une question de Monsieur Doumerc. Bonjour, température sous une toiture photovoltaïque soumise à forte température. Alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Si je pense que ce sujet-là n'est pas forcément quelque chose de très étudié, parce que même si le delta de température peut être important, parce que les panneaux en soi vont capter que la partie rayonnement et du coup la partie infrarouge va réchauffer la structure du panneau. La température va peut-être augmenter autour, Ah oui. mais vu qu'on a une toiture sous les combles, il fera pas plus chaud, quoi. C'est Au un contraire. amplificateur. Je voulais juste demander si ça amplifiait la température, par exemple pour des animaux qui se trouveraient dessous de manière dessous, quoi. Alors là-dessus, les dernières études de l'INRA, et peut-être que des spécialistes pourront nous répondre, mais sur des études sur l'agrivoltaïsme, ils ont montré que, au contraire, il n'y avait pas forcément de plus forte température, et ça permettait, en tout cas pour la végétation, de rester verte en plein été. D'accord. Merci beaucoup, Jérémy, pour ces éléments de réponse. Alors oui, on pourra vous transmettre les supports, l'enregistrement et le support de présentation. Tout ça sera mis à disposition sur l'espace du SDE 24. Jérémy pourra nous en redire un mot à la fin. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la suite, puisqu'on a un programme assez dense. Et donc, je vais donner la parole à Ethan pour vous faire un petit peu le même exercice sur la filière bois-énergie. Ethan, c'est à toi. Effectivement, on va parler maintenant de la filière bois-énergie, donc qui correspond à la filière correspondant à la combustion du bois pour l'utilisation énergétique, généralement sous forme de chaleur. Et sans plus attendre, nous allons passer à la première question. Vrai, faux, le bois énergie émet des polluants atmosphériques et impacte la santé des habitants. Je vous laisse répondre via le sondage. Nous avons des résultats très partagés, avec une majorité tout de même de vrai. Effectivement, le bois énergie émet des polluants lors de sa combustion. Quand on parle de polluants ici, les principaux polluants euh, qui sont émis, ça va être des particules fines, donc des PM5 ou PM2,5, PM10, les plus connus, mais ça peut être aussi d'autres polluants comme l'isoxyde d'azote. Et ces polluants vont être émis de manière assez différente selon tout d'abord le type de foyer utilisé, si c'est des foyers ouverts traditionnels ou plutôt des chaudières, avec des labels que l'ADEME a pu développer, et également selon la forme du combustible. Il va y avoir plus d'émissions avec des bûches qu'avec des granulés. Les principales émissions du chauffage dues au bois énergie vont être dues au chauffage individuel. Il y a 80% des émissions de particules dues au chauffage au bois qui sont issues des cheminées à foyer ouvert et d'anciens appareils de chauffage au bois. Donc, l'enjeu, ça va être de diminuer ces émissions du chauffage individuel et de renouveler le parc afin d'avoir des installations plus récentes et plus modernes qui ont des filtres plus qualitatifs. Et pour les équipements collectifs, l'ADEME a plusieurs recommandations, notamment le recours à des ballons de stockage thermique et plus généralement des technologies de meilleur rendement avec des meilleurs systèmes de filtration qui se développent de plus en plus. On passe à la deuxième question. J'ai oublié d'arrêter le partage. Hop. Le bois énergie consommé en France participe à la déforestation, vrai ou faux? Alors ici, on a quelques réponses vraies, mais la majorité faux. En effet, ici, on considère que ce serait plutôt faux, puisque la déforestation, en fait, elle correspond à une conversion d'une forêt vers une autre utilisation des terres ou éventuellement la réduction à long terme du couvert arboré au-dessus du seuil minimal de 10%, ce qui n'est pas le cas
lors de l'utilisation du bois comme bois énergie. En fait, il n'y a pas de déforestation puisqu'on considère qu'il n'y a pas d'opération d'exploitation ou de récolte suivie. Et en tout cas, ces opérations, elles vont être suivies de régénération naturelle ou de replantation. Ça, c'est prévu dans le code forestier. Donc c'est en cela qu'on va considérer qu'il n'y a pas de déforestation. Et puis même si on va au-delà, quand on regarde l'évolution du gisement forestier en France, on voit qu'il est en constante augmentation depuis, comme vous voyez sur le graphique, 1840. Pas de déforestation due au bois énergie. Et on peut passer à la question suivante. Une chaufferie bois fonctionne en autonomie et ne crée pas d'emploi. Je vous laisse répondre via le questionnaire. Ici, effectivement, la réponse est faux. Alors, la chaufferie, la chaufferie bois, c'est une filière qui va mobiliser pas mal de main-d'œuvre. On considère qu'il y a 3 fois plus de main-d'œuvre que les énergies concurrentes. Quand on parle d'énergie concurrente, ici, c'est les énergies, puisque ce sont les énergies qui vont permettre d'obtenir de la chaleur et que ces énergies fossiles vont généralement être importées et donc avoir déjà moins de main-d'œuvre locale et des emplois donc délocalisables, contrairement aux chaufferies bois où les emplois sont généralement non délocalisables. Les emplois qui vont être liés à la production de combustible, ça peut être aussi les installateurs, les revendeurs ou les fabricants de conduits de fumée, les fabricants d'appareils qui, eux, peuvent être délocalisés, mais généralement, ce n'est pas le cas. Et on considère, si vous avez un petit exemple en bas à gauche de la slide, que pour une chaufferie typique qui pourrait alimenter 1500 logements, il y a 4 à 6 emplois qui pourraient être créés de manière durable et locale. Si on passe à la question suivante. La consommation de bois énergie en France est marginale, vrai ou faux? Vous avez plutôt fait des réponses mitigées avec vrai et faux, mais c'est le faux qui gagne et effectivement, c'est plutôt faux. Aujourd'hui, quand on regarde la consommation d'énergie primaire au sein des énergies renouvelables, il y a 30% de la consommation d'énergie primaire qui est due au bois énergie, l'énergie primaire correspondant à l'énergie brute disponible dans la nature, c'est-à-dire sans prendre en compte la transformation et le transport. Et donc, un tiers de cette consommation d'énergie renouvelable primaire est due au bois énergie. En France, il y a un Français sur 4 qui se chauffe au bois. Et on voit qu'il y a les ventes d'appareils à granulés de bois qui sont en forte hausse et atteignent 200 000 appareils en France en 2022. Ça amène des atouts majeurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, une génération d'emplois difficilement délocalisables, mais également une indépendance énergétique qui permet aux bénéficiaires de chaufferie bois d'être moins dépendants de la fluctuation des coûts d'énergie. Et, donc, comme j'ai dit, une indépendance même énergétique d'un point de vue territorial qui permet une résilience territoriale. Prochaine question, les réseaux de chaleur ont un excellent rendement de production. Et effectivement, c'est plutôt vrai. Alors en fait, les réseaux de chaleur, de fait, ont un bon rendement de production. Et en fait, peu importe l'intrant, le type d'énergie entrante. Quand on regarde les rendements thermiques, qui correspondent à l'efficacité avec laquelle une source d'énergie est transformée en chaleur utile, les rendements vont de 85 à 90% globalement, et dont le bois énergie qui a un rendement de 86%. Et donc, cette filière peut être utilisée pour permettre au réseau de chaleur d'être alimenté, et c'est de plus en plus le cas. En France, on remarque une augmentation croissante, une augmentation vive entre 2009 et 2019, avec 3% de biomasse qui est utilisée dans les réseaux de chaleur en 2009 et qui augmente à 24% en 2019.
Donc, nous pouvons passer à la session questions-réponses si jamais vous en avez. Oui, merci beaucoup, Ethan. Alors, on prend note hein, de toutes les réactions qu'il y a dans le fil de discussion et merci pour ces échanges et pour ces débats. On prendra le temps aussi, après le webinaire, de restructurer tout ce que vous nous dites dans un compte rendu et de venir aussi apporter des éléments de réponse, hein, notamment sur le sujet utilisation finalement du bois. Qu'est-ce qu'on prend dans le bois pour en faire quoi? Qu'est-ce qui va au bois d'œuvre? Qu'est-ce qui va au bois énergétique, etc. On a des petits schémas et des petites études qui sont assez bien détaillées sur le sujet. Donc, on pourra intégrer tout ça au compte rendu. Voilà. S'il n'y a pas de questions, de précisions sur ce qui vient d'être dit, on vous propose de passer à la filière suivante, qui n'est autre que la géothermie. Hop, et ben c'est parti. Pour la première question, de nouveau, on est sur un rythme un peu élevé, hein. Vous n'avez pas le temps de vous endormir ce matin avec les questions-réponses. Euh, on va essayer de ralentir un petit peu. Alors, la géothermie est uniquement possible dans les zones volcaniques ou à forte activité géothermique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Allez, on va vous laisser un petit peu plus de temps pour répondre parce que le sujet de la géothermie, il n'est pas évident. Mais vous êtes majoritairement d'accord pour nous dire que c'est faux. Et vous avez complètement raison, puisqu'il existe en fait plusieurs niveaux de géothermie. On a tendance à parler de la géothermie, mais en fait, c'est plutôt les géothermies, puisqu'on a tout d'abord la géothermie de surface, qui est un processus qui va fonctionner vraiment à basse température. Donc, on a besoin pour la géothermie de surface de forages qui sont souvent inférieurs à 200 mètres de profondeur et qui vont nous permettre d'atteindre des températures de l'ordre de 30 degrés. La géothermie de surface, elle est possible quasiment partout à l'échelle du territoire français. Ensuite, on a la géothermie qu'on appelle profonde, où là, on va avoir besoin d'aller un petit peu plus en profondeur et d'être sur des forages qui vont jusqu'à 2000 mètres. Et on obtient des températures entre 30 et 90 degrés. C'est aussi largement applicable, mais voilà, ça demande là un petit peu plus de connaissance du sol. Et ensuite, la géothermie à très haute température, avec des forages qui vont jusqu'à plus de 1500 mètres pour atteindre 150 degrés et qui sont effectivement plus courants dans les zones volcaniques et tectoniquement actives. Voilà, bon, tout ça pour dire que finalement, la géothermie, enfin, vous avez un potentiel qui est encore très important en Nouvelle-Aquitaine et en Dordogne. Mais l'exploitation, elle reste encore un petit peu sous-développée et notamment du fait aussi que cette technologie, elle est un petit peu plus récente que les autres et qu'elle manque encore un petit peu de connaissances sur son fonctionnement et qu'il y a aussi des contraintes financières et techniques qui sont un peu plus importantes que par rapport au développement d'autres filières. Voilà. Mais ça reste utilisé et principalement aussi sur les installations résidentielles et collectives pour alimenter aussi des pompes à chaleur. Voilà. On vous propose de passer à la deuxième question, qui est la suivante. Les installations géothermiques sont invasives et détruisent les terrains. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah, on voit que les idées reçues ont la vie dure quand même, parce que les avis sont plutôt partagés. Et ben là aussi, c'est quand même plutôt faux. C'est une idée reçue qui est largement répandue, que la géothermie perturbe assez gravement les terrains. Finalement, les forages de géothermie, ils sont relativement discrets et surtout, l'impact est assez temporaire, parce que finalement, les principaux impacts, ils se produisent pendant la phase de construction, où ça va représenter environ 96% de l'impact environnemental total de l'installation. Et juste après ça, il y a des plans de reboisement qui sont mis en place pour compenser la perte pardon, de végétation sur la surface du forage. Et en fait, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est l'emprise au sol de la géothermie par rapport aux autres filières ENR. La géothermie, elle a besoin de 160 mètres carrés de terrain par gigawattheure contre 1000 mètres carrés pour le photovoltaïque et 72 000 mètres carrés pour de l'éolien. Donc on se rend bien compte que l'impact de la géothermie est plutôt limité sur l'occupation des sols. Voilà, et vous avez le petit schéma de fonctionnement sur la droite qui vous en dit plus sur voilà, la nécessité d'avoir un double conduite pour que ça fonctionne.
Hop, je passe à la question suivante. La géothermie est une technologie coûteuse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oui, vous êtes une grande majorité à nous dire que c'est vrai. Bah, finalement, je crois que je l'ai dit juste avant en donnant la réponse à la question précédente, donc c'est bien, vous avez l'air de nous écouter. Puisque c'est vrai, vous avez raison. Alors là aussi, c'est un propos qui est à relativiser, mais ça reste vrai puisqu'aujourd'hui, l'installation des systèmes géothermiques représente un investissement qui est très important, entre 15 000 et 25 000 euros. Mais voilà, le coût, il peut être relativisé dans le sens où, à long terme, en fait, la géothermie est relativement économique puisque les coûts sont assez faibles d'entretien, hein. On a un peu de maintenance sur la pompe à chaleur, mais sinon l'énergie qui est fournie, elle est quasiment gratuite et la durée de vie de l'installation, elle est très importante. On a aussi des aides qui sont conséquentes et notamment le fonds chaleur de l'ADEME qui va nous aider à financer ce coût d'entrée de la géothermie. Donc voilà, c'est une technologie qui tend aussi à se développer et donc par conséquent, forcément, les coûts devraient aussi diminuer avec le temps. Euh, voilà, j'en ai terminé sur le sujet de la géothermie. C'était un petit peu plus rapide que les autres parce que tout simplement, nous ne sommes pas, enfin, nous sommes sur un sujet un peu plus technique et, hum, et voilà, peut-être avec moins d'idées reçues à ce jour sur le sujet. N'hésitez pas, comme tout à l'heure, à, euh, à nous faire remonter vos remarques. Et je note la remarque de Monsieur Bruce sur la surface nécessaire à la géothermie et à l'éolien. 72 000 mètres carrés pour l'éolien, vous n'êtes pas d'accord avec le calcul? Eh ben, on s'engage à vérifier la source, à vous et à revenir vers vous avec plus de précision sur ce chiffre. Je pense que sur ce chiffre-là, sur la partie éolien notamment, c'est parce que, il y a plusieurs façons d'aborder le prisme de parc éolien et du coup de prendre en compte aussi la zone tampon, alors que la vraie emprise au sol d'une éolienne d'un mât serait autour de 2500 mètres carrés, donc beaucoup moindre. Et en fait, les seules études qu'on ait permettent d'agréger plusieurs superficies de parcs éoliens et du coup, on vient faire une moyenne de la superficie de ces parcs, ce qui fait qu'on se retrouve avec des grandes surfaces, alors qu'au final, la vraie emprise au sol est beaucoup moindre. Donc, ça dépend de quelle référence on utilise. Merci pour ces compléments. Et sur la question liée à la géothermie horizontale, alors nous, c'est un process qu'on maîtrise un peu moins, mais si de votre côté, Monsieur Richaud, vous avez des études ou des retours d'expérience ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les partager dans le fil de discussion. Ça pourra venir enrichir les échanges et c'est bienvenu. Euh, Point info sur le fonds chaleur de l'ADEME. J'en profite pour vous informer que sur le second webinaire qui se déroule prochainement, porté par le SDE, on aura un focus sur les dispositifs d'aide sur le financement des projets d'énergie renouvelable à destination des collectivités, voilà, qui vous sera présenté par la région. Voilà, c'était la minute publicité et je vous propose d'enchaîner avec la prochaine filière qui est le sujet de la méthanisation et je redonne la parole à Ethan. Effectivement, on passe désormais à la méthanisation avec une première question sur le coût du biométhane. Est-ce que le biométhane coûte plus cher que le gaz fossile? Je vous laisse répondre. Donc, encore des avis partagés avec 50% pour chaque réponse. Je vous partage les résultats. 45% vrai, 55% faux. Eh bien, c'est aujourd'hui vrai. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il y a des coûts de production qui sont élevés. La méthanisation impliquant des processus assez complexes, avec d'abord la méthanisation en elle-même des déchets organiques, et puis après aussi l'épuration pour obtenir un gaz pur. En sortie du méthaniseur, on obtient en fait un gaz qui a 60% de méthane et 40% de CO2, mais si on veut l'injecter dans un réseau de gaz, il va falloir le purifier, et c'est un processus complexe qui nécessite des coûts. Et globalement, tous ces processus sont plus coûteux que juste l'extraction de gaz fossile. Il y a aussi une échelle de production qui est assez limitée, avec une production qui est locale et des quantités plus restreintes. Il y a aussi des investissements initiaux pour les installations de méthanisation. Donc aujourd'hui, il y a
la méthanisation n'est pas encore assez compétitive par rapport à l'extraction de gaz d'origine fossile. Mais avec l'introduction de taxes carbone, la raréfaction des ressources, il pourrait y avoir une augmentation du coût du gaz fossile et une meilleure compétitivité du biométhane. On passe à la question suivante. Le biométhane est plus émetteur de gaz à effet de serre que le gaz naturel. Je partage la question. Environ un tiers de vrai et deux tiers de faux. Alors, si on regarde la comptabilité carbone, pour laquelle il faut regarder tout le cycle de vie toujours. Donc ici, de l'extraction des matières organiques jusqu'à l'utilisation du biométhane, on voit que le biométhane émet 5 à 10 fois moins de gaz à effet de serre que le gaz naturel. Donc c'est totalement faux. En fait, le CO2 qui est émis lors de la combustion, il est compensé par la photosynthèse de la biomasse. Et donc, on a une méthanisation qui permet également d'éviter les émissions de CO2 grâce à cette photosynthèse. Et également, il y a un évitement des émissions dégagées parce que habituellement, sur les espaces agricoles qui n'utilisent pas la méthanisation, les intrants qui sont stockés en méthanisation sont en fait juste mis en plein air et ça émet des émissions qui sont de l'ordre de 75 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure et qu'on ne retrouve pas dans la méthanisation puisque ces intrants sont directement utilisés, ce qui permet de réduire considérablement l'impact carbone. On considère que pour 1 kilowattheure d'énergie utile de biométhane, on émet 23,4 grammes de CO2 équivalent. On passe à la question suivante sur est-ce que la méthanisation sent mauvais? Avec les faux qui l'emportent à hauteur de 70%. En théorie, le processus de méthanisation en lui-même, il ne devrait pas produire d'odeur. C'est pour ça que ici on a mis faux. La réaction, en fait, elle se déroule en absence d'oxygène dans un environnement fermé. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un dégagement d'odeur. Par contre, il y a certaines étapes de processus de méthanisation qui peuvent émettre des odeurs, notamment lors des flux, comme vous le voyez sur le schéma à votre droite. Et lorsque l'on va, par exemple, stocker les intrants avant leur introduction dans le méthaniseur, ou déplacer le biométhane, il peut y avoir éventuellement certaines odeurs qui peuvent être dégagées, mais ça peut être limité à travers une meilleure prise en compte de ces problématiques et des environnements qui sont plutôt fermés, hermétiques. Et les exploitants méthaniseurs, ils prennent généralement des mesures pour limiter ces odeurs avec, par exemple, l'installation de filtres ou l'installation de capots sur les cuves. Et on remarque qu'au-delà de 230 mètres, il y a certaines études qui ont été faites, au-delà de 230 mètres, l'intensité de l'odeur est largement diminuée, voire totalement nulle. Et donc, il y a éventuellement certains dégâts qui peuvent être faits en dessous de ce périmètre, mais pour lesquels il peut y avoir certaines mesures, comme je l'ai dit, qui peuvent être mises en place par les exploitants de méthaniseurs. Prochaine question sur la place que prend la méthanisation. La méthanisation prend trop de place, vrai ou faux? Alors, trop, après, tout est relatif. Selon vous, ce serait faux, avec même 24% de vrai. Alors, une unité de méthanisation agricole typique, généralement, elle occupe entre 0,5 et 2 hectares, avec comme éléments qui prennent le plus de place le fermenteur et le stockage du digestat. Après, c'est des installations qui sont relativement basses
et qui peuvent être partiellement cachés par des aménagements paysagers comme des haies, comme vous voyez sur le schéma, avec éventuellement tout autour une disposition de haies. Après, si on regarde la surface avec comme terme plus large, et qui prendrait par exemple en compte les cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, et en fait, on se rend compte que ces cultures ont aussi une surface qui est assez faible, à hauteur de 0,06% par rapport à la surface agricole totale en France. Donc, la réponse est faux. Et on passe à une dernière question sur la méthanisation. L'utilisation de cultures principales comme intrants est limitée. Donc, ces fameuses cives, cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et l'idée reçue tombe à pic pour répondre à la question qui est posée par M. Svan dans le fil de discussion. Nous sommes tous pendus à tes lèvres, Ethan. On y arrive, oui. Et donc là, vous avez répondu plutôt vrai, mais c'est plutôt très serré entre vrai et faux. 52% de vrai, 48% de faux. Je vous partage les résultats. Et donc, si on regarde, effectivement, c'est vrai. C'est inscrit dans le Code de l'environnement qu'il y a une limite d'utilisation de culture principale à hauteur de 15% du tonnage brut total des intrants par année civile. Et alors, il y a une seule étude aujourd'hui qui a regardé l'impact de la méthanisation, l'impact agronomique, environnemental, socio-économique des exploitations de méthanisation. C'est un projet qui s'appelle Metala, qui a été réalisé en 2018 et qui a enquêté pendant 3 ans sur 46 exploitations qui ont fait le choix de méthanisation. Et les principales conclusions sont les suivantes. Déjà, il n'y a pas d'agrandissement massif ni des fermes ni des cheptels. Il y a une réduction des achats d'engrais de synthèse par l'utilisation du digestat qui est produit lors de la méthanisation. Cette réduction des achats d'engrais de synthèse elle est de 20% en moyenne. Ensuite, il y a une quantité de matière organique retournée au sol qui est équivalente entre la méthanisation et le compostage. Et puis, il y a une réduction de la mortalité juvénile et de l'occurrence de certaines maladies du cheptel, donc de la santé du cheptel, du fait d'une meilleure hygiène générale des déchets. La méthanisation, en fait, elle induit une augmentation de la fréquence des curages des bâtiments. Et donc, l'enjeu va être de faire entrer les effluents le plus tôt possible en méthanisation. Et donc, une meilleure hygiène générale et donc une réduction des impacts sur la santé du cheptel. Donc, si on regarde un peu plus globalement, la méthanisation, déjà, elle permet enfin, il y a une limite des cultures principales comme intrants. Et au-delà de ça, il y a une limite de l'impact environnemental, socio-économique et agronomique sur les zones de méthanisation. Je pense qu'on peut passer à la session questions-réponses. Et pour compléter ce que tu viens de dire et répondre à M. Svan, donc non, elle n'encourage pas du tout une augmentation des cheptels sur l'élevage, mais elle permet aussi de sécuriser la pratique du pastorage qui est assez bénéfique pour nos prairies et leur capacité de séquestration. Merci beaucoup, Jérémy. Eh bien, écoutez, pas d'autres questions qui apparaissent dans le fil de discussion. On vous propose de passer à la suite. Tenez bon le rythme, il ne reste plus que 2 filières à adresser. Et tout de suite, on vous propose de lever les idées reçues sur la filière hydroélectricité. Effectivement, nous allons passer à l'hydroélectricité, qui consiste simplement à utiliser l'énergie des lacs et des cours d'eau pour produire de l'électricité à travers la rotation d'une turbine. Première question, je vois que vous avez déjà été nombreux à y répondre. L'hydroélectricité représente un potentiel faible en Dordogne, vrai ou faux? Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Nous avons 2 tiers vrai, 1 tiers faux. Il se trouve que c'est vrai, mais avant ça, on va faire un petit dézoom au niveau national, et notamment à la maille régionale, où on voit que les principales capacités hydroélectriques en France vont être en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. Pour comprendre un petit peu plus le parc français,
il y a une majorité des installations qui sont des installations, des petites installations, donc qui ont une capacité de 10 mégawatts ou moins, mais la majorité de la production des mégawattheures production électrique va être réalisée par les gros systèmes électriques de plus de 10 mégawatts. L'enjeu aujourd'hui pour l'État, ça ne va pas être d'augmenter le nombre d'installations au niveau national, puisqu'il y a de nombreuses installations qui sont déjà mises en place en France, avec notamment une grande part de l'hydroélectricité dans le mix électrique français, à hauteur de 10%. Mais ça va plutôt être, l'enjeu va plutôt être de moderniser le parc hydroélectrique avec des meilleurs rendements et une meilleure réponse aux exigences en matière de sécurité, de protection, de restauration environnementale. Pardon. En fait, ça va être un peu le même cas en Dordogne. C'est-à-dire que le potentiel hydroélectrique en termes de nombre d'installations est déjà exploité à son maximum. Mais l'intérêt ici, ça va être de moderniser le parc. Il y a certaines installations qui sont souvent anciennes et qui affichent un rendement inférieur à 60%. Le but va être d'améliorer le rendement des turbines, donc de les remplacer par des nouvelles turbines plus modernes qui ont un meilleur rendement et qui pourraient permettre de bénéficier du gisement supplémentaire de environ 30 gigawattheures par an, qui serait disponible si ces turbines étaient modernisées. Deuxième question sur l'hydroélectricité. Les barrages hydroélectriques ont un impact sur la faune aquatique, vrai ou faux? Et donc, on a ici une majorité de vrai. Et vous avez raison. En fait, par nature, les barrages hydroélectriques ils vont avoir un impact sur les cours d'eau, les flux des cours d'eau, et donc un impact écologique, avec des barrages qui rompent la continuité écologique en transformant des milieux d'eau courantes en milieux d'eau stagnantes. Et ça, forcément, c'est un impact sur la biodiversité, et ce, quelle que soit la taille du barrage hydroélectrique. Cependant, l'hydroélectricité, elle n'est pas incompatible avec l'atteinte du bon état des masses d'eau, comme c'est indiqué par la directive du cadre européen sur l'eau. En fait, il y a plusieurs solutions pour atténuer ces impacts ces impacts écologiques sur les cours d'eau. On peut notamment penser aux échelles à poissons, qui sont des aménagements qui permettent que les poissons passent soit pour remonter un cours d'eau, soit pour descendre un cours d'eau. Il y a aussi des grilles au niveau de l'entrée de la centrale qui permettent d'éviter que les poissons ou les sédiments ne soient trop embarqués dans les installations hydroélectriques. Voilà, donc il y a différents aménagements qui peuvent être mis en place autour des centrales pour limiter leur impact et préserver la biodiversité des cours d'eau. Puis on peut passer à la dernière question sur l'hydroélectricité que je lance maintenant. Avec l'amenuisement de la ressource en eau, l'hydroélectricité est en péril vis-à-vis du changement climatique. Vous l'aurez compris. Là encore, des réponses très mitigées, avec 55% de vrai et 45% de faux. Et si on regarde plus en détail, c'est effectivement vrai. Si on regarde au niveau mondial, par exemple, il y a des baisses de production mondiale d'énergie hydroélectrique flagrantes en 2021 et en 2023, des années qui ont connu des sécheresses assez importantes. Donc, l'hydroélectricité pourrait être considérée comme étant en péril de par les impacts du changement climatique sur la filière. Cependant, l'hydroélectricité a aussi un rôle à jouer vis-à-vis du changement climatique, avec les retenues hydrauliques, les retenues d'eau nécessaires à leur bon fonctionnement. C'est aussi ça peut être considéré comme des bénéfices lors des sécheresses, puisque une majorité des retenues possèdent au moins une destination secondaire. C'est-à-dire que ces retenues d'eau, elles peuvent aider
lors de sécheresse pour alimenter des réseaux d'eau potable, des cours d'eau durant la période d'étiage ou encore permettre l'irrigation agricole. Donc, le développement des capacités hydroélectriques ne pourra se faire qu'en prenant en compte le changement climatique, à la fois pour évaluer l'impact du changement climatique sur les capacités hydroélectriques, mais également pour permettre de tirer bénéfice des retenues hydroélectriques lors des périodes de sécheresse. Nous en avons fini pour cette filière hydroélectrique et nous pouvons répondre éventuellement à des questions qui se seraient envoyées via le chat. Je n'en vois pas. Pour info, je vous mets dans le chat le lien vers les résultats d'une expérimentation menée par l'OFB, les agences de l'eau et Météo France à travers DRIAS, où ils ont essayé de voir ce que pourrait donner l'évolution des débits hydrographiques en France à horizon 2050 et fin du siècle, en fonction des différents scénarios de réchauffement. Il y a tout un tas de données à explorer et on anticipe déjà des pertes de débit conséquentes sur les périodes estivales et des surdébits conséquents en période hivernale. Du coup, un équilibre entre les deux serait difficile à atteindre. Merci pour ces compléments. Merci Jérémy. Et peut-être vous dire aussi que l'hydroélectricité, c'est un sujet sur lequel on est vraiment en attente par rapport à la sortie de la PPE 3 et de la régionalisation des objectifs. Je pense qu'il sera vraiment intéressant de suivre les objectifs sur cette filière. Eh bien, merci beaucoup, Ethan. Et on vous propose de passer donc à la dernière filière. Allez, je vous laisse peut-être nous dire dans le chat de laquelle il s'agit. Comme ça, on vérifie que vous êtes bien toujours là et que vous suivez cette présentation. Et oui, vous avez raison, nous allons désormais parler de l'éolien, un sujet non pas évident. Et on vous propose tout de suite de commencer avec la première idée reçue. Ah, je vois que vous suivez, c'est vraiment parfait. Vous êtes réactif en plus. Première idée reçue, les éoliennes sont aujourd'hui encore peu recyclables. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, écoutez, on est sur un 50-50. Les avis sont vraiment mitigés. Ethan, je te laisse nous partager les résultats. Oui, normalement, c'est fait. Ah super, merci. Donc vous êtes une majorité à répondre que c'est vrai. Eh ben non, c'est plutôt faux. Les éoliennes sont de plus en plus recyclables. Alors comme pour les panneaux solaires, avant de se prononcer sur cette question, il faut d'abord comprendre comment une éolienne est fabriquée, de quoi elle est composée. Et donc vous avez une petite illustration sur la droite de votre écran qui vous montre les différentes composantes. Donc on a la nacelle et le moyeu de l'éolienne qui vont être composés d'acier et de composite résine, de fibres de verre carbone. Les pales de l'éolienne, pareil, là aussi composé en composite de résine fibre de verre. Ensuite, on a le mât qui est le plus souvent fait de béton et d'acier. Et on va voir le transformateur qui sont là des déchets vraiment électroniques, des composants électriques, et les fondations béton et acier dans le sol. Donc aujourd'hui, 93% du poids de l'éolienne est totalement recyclable, et en pourcentage de poids, vous avez le détail sur l'écran, le béton représente 60%, l'acier 35% et les matériaux composites 5%. Et en fait, la problématique dans le recyclage de l'éolien, c'est bel et bien ces matériaux composites qui sont en fait les plus difficiles à traiter, les moins recyclables. Aujourd'hui, ils sont le plus souvent incinérés pour être valorisés énergétiquement, puisque l'enfouissement des pales d'éoliennes est strictement interdit en Europe. Et on a énormément de recherches en cours et de techniques en cours d'expérimentation pour trouver des solutions sur le recyclage des matériaux composites. Voilà. Le deuxième sujet, c'est aussi que le volume de déchets est aujourd'hui assez limité, en fait. Parce qu'on avait très peu de parcs éoliens qui arrivaient en bout de course à terme de leur durée de vie. Néanmoins, dans les prochaines années, on a un chiffre important, c'est environ 35 000 turbines à l'échelle de toute l'Europe hein, qui vont être âgées de 15 à 20 ans. Et donc la durée de vie moyenne d'un parc éolien, c'est entre 25 et 30 ans. Donc en fait, le secteur est en train de vraiment s'organiser pour aussi structurer et massifier ces filières de démantèlement et de recyclage et de trouver des filières, puisque c'est vraiment un problème qui arrive, enfin, un problème, un sujet qui arrive dans les prochaines années.
Dans l'éolien, dans le secteur éolien, on parle aussi énormément de repowering. Alors en français, c'est tout simplement le renouvellement, et ça consiste à aller remplacer partiellement des unités des composants en fait sur l'éolienne pour optimiser sa production et rallonger sa durée de vie sans avoir à tout démanteler. Voilà, ça c'est une pratique qui est très très courante. Et on voulait vous montrer aussi à l'écran des petits exemples de de recyclage d'éoliennes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de start-up, d'entreprises qui se lancent dans la réutilisation des pales, principalement, je vous le disais, qui sont les plus difficiles à recycler et qui en font souvent du mobilier urbain. Donc, on a un exemple là au Danemark d'un super abri à vélo et de petits fauteuils voilà, qui est mis dans la forêt. Vraiment, il y a beaucoup de choses aussi là-dessus. C'était moche. Ok, c'est un avis. La beauté est subjective. Voilà, en tout cas, il y a plein d'exemples là-dessus et je pense que c'est aussi un sujet à suivre dans les prochaines années. Et je me permets, là, on est sur du recyclage, mais aujourd'hui, la recherche avance bien sur justement l'élimination de tous les déchets composites, donc à savoir des alliages plastiques avec des champignons spécifiques qui peuvent dégrader le plastique et même dégrader des molécules très fortes comme les PFAS dont on a entendu parler. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser du CO2 supercritique qui viendrait détruire toutes ces molécules, toutes ces liaisons fortes et permettrait d'obtenir un résidu tout en valorisant énergétiquement les composés à éliminer. C'est tout à fait passionnant. Merci, Jérémy. On vous propose de passer à la deuxième idée reçue. D'après vous, le facteur de charge des éoliennes onshore, donc sur Terre, terrestre, française, est inférieur à 50%. Et donc la petite précision, quand on parle de facteur de charge, on parle du rapport entre la puissance d'installation par rapport à la capacité théorique maximale de l'éolienne. En gros, ce qu'elle produit par rapport à ce qu'elle pourrait produire. Donc, est-ce que ce facteur de charge est inférieur à 50%? Vous êtes une grande majorité à nous dire que c'est vrai. Et la réponse est en effet que c'est vrai. Alors, tout d'abord, il faut regarder le temps moyen dont tourne une éolienne en France. Donc, c'est entre 75 et 95% du temps qu'elle tourne. Et son facteur de charge moyen, il est d'environ 25%. Alors, pourquoi 25%? Ça dépend en fait de plusieurs choses. Ça va dépendre premièrement des conditions météorologiques et de la vitesse et de la force du vent. Forcément, le vent n'est pas toujours constant, donc ça peut faire varier ce facteur de charge. Ensuite, on a des modifications qui sont liées à l'année d'installation et finalement à l'amélioration des technologies. C'est en fait ce qui est illustré sur le petit graphique de l'écran. Vous voyez qu'en 2012, le facteur de charge, il se situait plutôt autour de 23% et en 2023, plutôt autour de 26%. Ça, c'est vraiment lié à l'évolution naturelle, on va dire, des technologies qui permettent d'améliorer un petit peu ce, ce facteur de charge. L'éolien terrestre, donc c'est 20 à 40%. L'éolien en mer, en revanche, c'est 40 à 60% de facteur de charge parce qu'on est là sur un vent qui est beaucoup plus constant et beaucoup plus fort sur les côtes. Et si on met ça un peu en perspective avec les autres filières, sur le solaire photovoltaïque, on est sur un facteur de charge, alors aujourd'hui plus proche quand même des 20-25%. Et la centrale nucléaire, 90%. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu de, voilà, des meilleurs rendements par filière. Et donc, il me semble, si je dis pas de bêtises, que donc, le premier est le nucléaire, ensuite c'est la filière hydro, l'éolien, le PV et à la fin la géothermie. Voilà, pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur. Eh bien, on vous propose de... Ah oui, et juste, pardon, si la dernière chose, c'est que l'éolien terrestre, il a aussi le temps de retour énergétique parmi les plus courts. Vous vous souvenez tout à l'heure sur le photovoltaïque, on disait que le TRE, il était autour de 1 an et demi, 2 ans. Sur l'éolien, il est plutôt de 12 mois. C'est-à-dire que l'énergie qui a été nécessaire à sa construction, à son exploitation et à son démantèlement, finalement, elle est compensée par sa production d'électricité en seulement 12 mois. Voilà, c'est un très bon temps de retour énergétique. Hop, et je poursuis avec la deuxième idée reçue sur l'éolien. D'après vous, les éoliennes sont-elles une menace pour la faune locale? On entre sur des sujets euh, qui font
de plus en plus de débats, hein, on le voit dans vos réponses aux questions-réponses. Vous êtes quand même une majorité à nous dire que c'est faux. Hop, et c'est en effet la réponse que nous avions nous aussi convenue, c'est que c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Déjà, il faut commencer par dire que la mortalité, elle va être très hétérogène en fonction de l'implantation des parcs. C'est pas une réalité pour tous les parcs éoliens au même endroit. Et la mortalité est légèrement plus élevée sur les parcs qui étaient construits. Alors je dis qui étaient construits parce que c'était plutôt le cas dans les années 2000, lorsqu'on crée les premiers parcs éoliens à proximité des zones protégées, ce qu'on appelle les zones Natura 2000. Et donc là, forcément, on avait un taux de mortalité un peu plus important. Aujourd'hui, ces parcs éoliens, ils arrivent en fin de vie et ils sont vraiment étudiés. Et dans très peu de cas, a priori, ils devraient être renouvelés, hein, parce qu'on se rend bien compte que l'impact a été un petit peu plus important. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il existe un grand nombre de dispositifs et de stratégies qui est mis en place pour limiter cette mortalité. Alors, on va avoir notamment tout ce qui est étude d'impact. L'étude d'impact, elle est obligatoire avant la mise en place d'un parc éolien et on va notamment regarder les couloirs migrateurs et être sûr qu'on n'installe pas notre parc éolien en plein milieu d'une zone humide ou d'un couloir. Ensuite, on va utiliser des petits objets qui nous permettent de dévoyer la trajectoire des oiseaux. Alors, ça peut être ce qu'on appelle les systèmes d'effarouchement qui vont envoyer des signaux sonores ou des signaux visuels qui permettent voilà, aux oiseaux de ne pas foncer droit dans le mât. Et ensuite, on peut aussi avoir des petites techniques comme peindre une pale d'éolienne, utiliser de la peinture, ou simplement aussi mettre à l'arrêt la centrale le temps que le couloir passe. Et donc pour ça, on a des systèmes de modélisation qui sont quand même de plus en plus pointus pour vérifier voilà, les trajectoires des oiseaux. Et une dernière petite chose qui est l'objet du graphique que vous avez sous les yeux, c'est que finalement aussi, quand on met en perspective quelles sont les causes de décès des oiseaux dans le monde, et ben on se rend compte que l'éolien, il arrive bien après plusieurs autres causes. Alors la première, ce sont les chats, nos amis les chats, qui aiment beaucoup les oiseaux et qui sont responsables d'un grand nombre de décès. Et au-delà des chats, il y a aussi tout ce qui est bien sûr ligne électrique, les voitures, lorsque nous conduisons les vitres de nos maisons aussi, les pesticides beaucoup et la destruction qui est aussi la destruction de leur habitat pardon qui est liée à l'artificialisation de nos sols. Voilà. Donc là aussi, ça vous permet d'avoir des ordres de grandeur pour répondre à cette idée reçue. Hop, et je vous propose de passer à la troisième, qui est la suivante. Les éoliennes ont-elles un impact sur la santé humaine? D'après vous, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? Et on est là sur la dernière idée reçue. Donc c'est la question à 1 million. Il ne faut pas se tromper. Non, je ne vous mets pas du tout la pression. Et puis en plus, j'ai l'impression que vous avez majoritairement juste puisque vous avez en grande partie répondu que c'était faux. Et en effet, c'est faux. Les éoliennes ont un impact extrêmement limité sur la santé humaine. Alors pourquoi? Donc ça, c'est une idée qui est assez répandue. C'est surtout au niveau des ondes sonores, donc de la gêne sonore qui est occasionnée par les éoliennes. Les ondes sonores des éoliennes, il faut comprendre qu'elles sont issues de la vibration. C'est vraiment des ondes, c'est un système mécanique, hein. C'est issu de la vibration mécanique entre les différentes composantes de l'éolienne. Hein, on l'a vu, une éolienne, c'est plein de choses imbriquées. Et donc, en fait, le vent qui passe dans les pales, qui souffle dans les pales, fait vibrer un peu ces mécanismes et ça peut engendrer un champ sonore qui se situe entre 20 Hertz et 100 Hertz. Donc une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour s'en protéger? Eh ben, en fait, on se rend compte que quand on est à une distance de 500 mètres de l'éolienne, ce champ sonore, il va diminuer à environ 35 décibels. Et 35 décibels, c'est à peu près ce qu'on entend lorsqu'on est dans une conversation, voilà, comme ça, de vous à moi, une conversation plutôt même à voix basse. Donc c'est finalement un champ sonore qui est largement supportable. Et c'est surtout le seuil, ce seuil de 35 décibels, qui a été pris en compte dans la réglementation française. Et donc aujourd'hui, on impose que les habitations, enfin les zones constructibles, soient situées à 500 mètres minimum des parcs éoliens.
tout ça est fait pour nous protéger, protéger donc l'impact sur notre santé. Et autre chose, en fait, aujourd'hui, il y a aussi assez peu d'études finalement qui sont parues sur le lien de cause à effet entre ces ondes sonores et l'impact sur le sommeil, les maladies cardiovasculaires, le système métabolique, etc. Et l'OMS a sorti un rapport récemment qui nous disait que les preuves finalement concernant les effets du bruit de l'éolien sur la santé étaient soit inexistants, soit finalement de faible qualité, c'est-à-dire qu'on peine vraiment à démontrer ce lien. Et la NSE nous dit aussi qu'aucun dépassement des seuils d'audibilité n'a été constaté. Voilà. Euh, J'en ai terminé avec les, les idées reçues sur l'éolien. Le million, c'était une blague, je suis désolée. Nous n'avons rien à vous partager à l'issue de ce webinaire. En tout cas, on en a terminé là pour les idées reçues. N'hésitez pas, comme on le disait au départ, on va vous indiquer là, à la fin de cette petite présentation nos mails, nos contacts, hein. Vous pouvez nous écrire et on prendra le temps aussi de vous répondre et de vous donner les clés aussi, les arguments nécessaires pour répondre aux questions qui pourraient se poser sur vos territoires, dans vos communes, dans vos EPCI. Euh, voilà, je vois qu'il y a plein de réactions dans le chat, donc je les parcours rapidement. Peut-être pour répondre à Monsieur Kemer de Mayak, sur votre commentaire, on vous invite à suivre les prochains webinaires pour avoir les outils et pouvoir discuter de ces projets avec les militants qui seraient contre l'implantation de ces centrales. Et je voulais répondre aussi à la question de Monsieur Doumer sur l'idée reçue comme quoi les éoliennes créeraient des microclimats ou modifieraient le climat local. En fait, une éolienne, elle tourne parce que le vent passe à travers les pales et les fait tourner. Donc il n'y a aucune modification du climat qui en est due, de la même façon que les moulins autrefois tournaient quand le vent passait. Les éoliennes font la même chose. Ce ne sont que des moulins qui permettent de moudre plus de grains que le moulin de l'époque, quoi. Merci beaucoup. Et tous les éléments de réponse là qui vous sont donnés aussi par Jérémy seront retranscrits dans le compte-rendu qui sera joint au support de présentation de ce webinaire. Et donc, juste avant de vous libérer, on vous propose là un tout petit rappel donc sur les fameux autres webinaires qui vont suivre, qui vont arriver dans le cadre de cette démarche. Donc on pourra se retrouver le 20 février pour un webinaire autour des obligations réglementaires autour des énergies renouvelables, hein. L'idée c'était de dégrossir un petit peu le sujet aujourd'hui. Et la prochaine fois, on aura l'intervention donc de la DREAL, de la DDT, de la région, également un témoignage d'une communauté de communes pour faire un petit peu un état des lieux sur où est-ce qu'on en est des zones d'accélération de NR, des objectifs, les décrets agrivoltaïsme, les délais d'instruction des dossiers, les aides financières. Voilà, ce sera beaucoup de réglementaires. Donc soyez présents au rendez-vous. Ensuite, on aura un troisième webinaire qui aura lieu le 13 mars. Alors, c'est toujours sur le même créneau, hein, 10h30 midi, où là, on vous proposera de faire plutôt un petit focus sur les projets dits innovants. Et on parlera notamment d'autoconsommation collective, qui est un petit peu le sujet du moment, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne en termes de montage administratif, juridique, etc. Quelles sont les implications pour une collectivité. Et on parlera également des projets citoyens, comment monter un projet citoyen, comment proposer du financement participatif, comment rendre plus acceptable aussi ces technologies. Et enfin, un tout dernier webinaire qui sera là plutôt fin mars, avec pour objectif de vous outiller sur la concertation publique. Vous étiez nombreux à nous dire nos projets en local, ils rencontrent des oppositions et c'est quelque chose qui est tout à fait commun et répandu. Et donc, notre objectif sera de vous donner un petit peu des clés, des outils, un kit, si on peut dire, pour voilà, mener cette concertation chez vous, comprendre bien les étapes du projet, etc. Et donc, on va vous remettre tout de suite dans le fil de discussion le lien d'inscription à ces différents webinaires. N'hésitez pas à le partager, à le diffuser. Hop, je fais ça en live. Tac, tac, tac. Normalement, vous l'avez Je ici. suis dans le fil la discussion entre Monsieur Doumer et Monsieur Martin. Le schéma directeur a pour but de répondre à ces questions sur le développement ou le renforcement des réseaux. On s'aperçoit que parfois il est peut-être plus facile de renforcer que d'aller étendre le réseau. Et du coup, l'idée aussi de ce schéma, c'est de pouvoir orienter
et accompagner à la fois les porteurs de projets sur l'implantation de leur centrale pour éviter justement d'avoir un développement du réseau qui soit trop diffus et pas assez optimisé et qui serait trop coûteux aussi pour le concitoyen. Merci. Merci Jérémy. On peut continuer de d'échanger dans ce fil de discussion qui aura été très fourni tout au long de ce webinaire. Donc il est 11h59, on n'a jamais réussi à tenir aussi bien un timing de webinaire. Merci à tous pour vos contributions dans le fil de discussion. Merci Ethan. Et donc on vous dit à bientôt au 20 février pour la suite. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente après-midi, une excellente fin de semaine. Voilà, merci à tous. Merci à Merci tous. à tous. Bon après-midi. Hop, et l'affichage à l'écran de nos contacts. Et je vais couper l'enregistrement.